Les personnalités pathologiques, comment les reconnaître et surtout, comment les éviter en amour. Bonjour à tous, bonjour à toutes, parce que cette vidéo aurait eu sa place autant sur la chaîne pour femmes que sur la chaîne pour hommes. C'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Et vous le savez sûrement depuis un moment, donc je sors avec une psychiatre. Et du coup, c'est intéressant parce que dans sa bibliothèque, j'ai trouvé un livre qui s'appelle « Les personnalités pathologiques ». Je vais vous mettre un lien affilié si vous voulez vous procurer ce livre, je vous le mets dans la description de la vidéo. C'est un livre que j'ai trouvé très éclairant, très intéressant, assez simple à lire. Et je trouve que là j'ai relevé les lignes principales qui pourront vous aider en amour et à reconnaître les gens autour de vous. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on prend souvent la séduction sous l'angle de techniques de séduction, sous l'angle de comprendre le sexe opposé, etc. Et je trouve que c'est important de prendre en compte qu'il y a des personnalités. Par exemple, il y a des femmes histrioniques, en gros hystériques. Il y a des femmes narcissiques. On ne les aborde pas pareil que les femmes dépendantes ou que les femmes anxieuses. Tu vois. Et pareil pour les femmes qui vont draguer des hommes, tu as des hommes, par exemple, paranoïaques. Tu ne vas pas forcément draguer l'homme parano de la même manière que tu vas draguer un homme plutôt dépendant, ou plutôt anxieux, ou plutôt dépressif. Vous voyez ? Donc, il y a… Alors, je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas être dépressives ou que les hommes ne peuvent pas être un peu narcissiques. Bien sûr, c'est juste des personnalités. Alors, pour vous donner une idée, ce dont je vais vous parler ici, c'est ce qu'on appelle des névroses. À part la perversion que j'ai rajoutée parce que ça me semblait important, parce que des gens pervers, il y en a. Mais le reste, la perversion, c'est pas une personnalité, c'est plus une construction. Le reste, c'est des personnalités. Et ce qui est normal chez des personnes, ce qui est normal chez des gens comme vous et moi, en fait, hein, ça a été confirmé par ma copine que je ne suis pas fou, je ne suis pas une personnalité détraquée. Donc c'est bien, je suis plutôt sain. Ce qui est plutôt sain, c'est d'avoir des caractéristiques d'un petit peu chaque trait de personnalité. Par exemple, si tu n'es que obsessionnel et parano, beaucoup plus que les autres traits, tu n'es pas sain. Enfin, en tout cas, il faut te faire soigner plutôt. C'est pas à moi, je ne suis pas médecin, de poser le diagnostic, bien évidemment, mais sache-le. Si tu traînes avec quelqu'un qui est que narcissique ou hystérique, histrionique, peut-être faut t'en éloigner. Je te donnerai des solutions à chaque pas. Des solutions si tu traînes avec des personnes comme ça ou si tu sors avec quelqu'un comme ça. Ou des solutions si tu te sens concerné de comment faire. Il y a des traits de personnalité qui sont facilement rattrapables, hein, vie toujours. Et heureusement, sinon quasiment tout le monde serait malade, d'accord ? Donc comme j'ai dit, ce qui est normal, ce qui est sain, c'est d'avoir un petit peu de chaque trait de personnalité. Et au contraire, ce qui est pathologique, c'est d'être quasiment le tableau clinique de une ou deux de ces personnalités. Donc ici, cette vidéo, elle a pour but un petit peu de vous aider à voir si vous fréquentez des personnes pathologiques et à bien mieux comprendre leur fonctionnement. Et si vous êtes concerné, bien sûr, de vous faire aider en thérapie si vous pensez que vous avez une personnalité pathologique, il n'y a pas de fatalité. Donc, j'insiste sur un point, je ne fais pas ici de diagnostic, d'accord ? Je ne suis pas un médecin. Donc, d'ailleurs, les gens qui ont des personnalités un petit peu comme ça, ce n'est pas des malades au sens parlé, c'est plus des façons de fonctionner qui sont variantes de la normale et qui finalement posent des problèmes dans leur fonctionnement à eux-mêmes et aux autres et au quotidien. Moi, par exemple, je ne veux pas faire ma victime, mais si j'avais eu ces tableaux cliniques avant, j'aurais beaucoup su comment gérer ma copine qui était histrionique, narcissique. J'avais aussi eu une ex qui était malheureusement pour elle dépressive. Voilà, j'aurais beaucoup mieux su par quel bout les attraper, comment elles fonctionnaient, etc. Ce qui fait que sinon tu te heurtes à un mur, je veux dire, voilà. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez.
Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, parlons de la première qui vous intéresse sûrement tous et toutes, c'est la personnalité histrionique. Donc en fait, histrionique, c'est le nouveau nom de hystérique. Parce que souvent, beaucoup de personnes hystériques sont des femmes, malheureusement. Je ne sais pas sexiste que de le dire, il y a des hommes hystériques, mais la grande majorité, c'est des femmes. Tout comme il y a beaucoup d'hommes obsessionnels ou paranoïaques, plus que de femmes. Je veux dire, c'est pas moi qui fais les règles, c'est pas pour être sexiste que je dis ça, c'est juste la nature qui fait ça. Donc les histrioniques, les hystériques, ne peuvent vivre qu'au point de convergence de tous les regards. Ces personnes maintiennent une pression constante sur leur entourage pour rester au centre de l'attention. On les reconnaît à l'expression exagérée et versatile des émotions, le caractère inapproprié voire saugrenu de leur objet, l'excès de familiarité avec des tiers à peine connus, l'impression d'inauthenticité et de snobisme qui en découle. Les hystériques peuvent lasser leur public parfois, mais alors elles peuvent en provoquer la colère, ce qui est une autre façon pour elles de rester sous les projecteurs. Après avoir épuisé les ressources de séduction physique par des déroubades décourageantes, établi une fausse intimité bientôt envahissante, s'être plié aux désirs supposés d'autrui, y compris les plus pervers, s'être mis à l'unisson de ses opinions avec un mimétisme inquiétant, les personnalités hystériques ont recours aux scènes et à la dramatisation pour échapper à l'ennui. L'essence des personnalités hystériques réside dans le jeu de dupes perpétuel de relations interpersonnelles fortement sexualisées. Pour elle, il ne peut y avoir de liaison sans passion, d'amour sans tourment, qui seuls peuvent lui donner un saut d'authenticité. La tendance à enjoliver la réalité, l'aptitude aux mensonges compulsifs par nécessité, plaisir ou habitude, permet également de les reconnaître. Oublieuses de leurs activités séductrices, elles ont tendance à devenir des victimes au long cours et ne peuvent échapper au ressentiment perpétuel, à la rancune, que par de nouvelles conquêtes ou des tentatives de suicide, souvent plus spectaculaires que dangereuses. À l'occasion de brefs éclairs de lucidité dépressive, il peut leur arriver de s'interroger sur leur part de responsabilité dans leur destinée. Alors, voilà, c'est pas être macho que de dire que ce trait pathologique est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Cependant, des hommes qui seraient atteints de ce trait de personnalité, ça serait souvent plus grave chez eux. Donc, à retenir sur la personnalité histrionique, tous les troubles relèvent finalement d'un spectacle joué à un public. D'accord ? La personne, elle a un comportement différent quand elle est seule chez elle que quand elle est regardée. Vous voyez ce que je veux dire ? La clé pour reconnaître ce profil, c'est la quête d'attention. Deuxième personnalité très très répandue malheureusement, c'est la personnalité obsessionnelle. La personnalité obsessionnelle s'organise autour du perfectionnisme. Les obsessionnels veulent être parfaits dans tous les domaines. L'obsessionnel s'attache aux détails mais n'arrive pas à avoir une vue d'ensemble en fait. Les tâches qu'il ou elle se fixe sont souvent démesurées, compliquées, mal adaptées. T'as Monica dans Friends qui est typiquement une obsessionnelle. La tendance de ces personnes est de redouter le changement et les innovations et de s'attarder sur des techniques désuètes. Très peu créatifs, enfermés dans le conformisme, têtus, vérificateurs, répétitifs, dans le respect strict des lois et des doctrines. Cette rigidité a beaucoup d'inconvénients. Ça fait souffrir sa famille, ça rend égoïste, débordé par des tâches professionnelles, peu à l'écoute de ses proches, difficilement accessible, incertain, fuyant quand il faut prendre une décision importante. Ses hésitations, ses plans compliqués et son avarice entravent les loisirs et les festivités familiales. Son perfectionnisme ne l'empêche néanmoins pas de faire des erreurs. L'obsessionnel peut se tromper lourdement, par exemple quant aux choix existentiels ou aux conseils prodigués à ses enfants. L'obsessionnel, il sait ignorer ses fautes ou se compartimenter une double vie. L'obsessionnel redoute les débordements émotionnels, il fera tout pour les contenir. L'obsessionnel méprise la sphère psychique, se méfie de l'introspection, des artistes, des âmes sensibles, il se croit supérieur et informé, lui. Il lui paraît normal d'affirmer que peur, amour ou haine peuvent s'organiser et se raisonner rapidement. Quand l'obsessionnel est aimé, il ignore cet amour ou il le rationalise sans rompre et sans repousser. Il utilise des formules assez froides et typiques comme « il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis »,« je suis au-dessus de ça »,« on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs », etc. Des éruptions volcaniques peuvent survenir qui font sauter tout, des déchaînements agressifs, de la colère incontrôlée, etc. La caractéristique principale de la personnalité obsessionnelle, c'est la rigidité dans les vérifications.
La personnalité paranoïaque. Alors attention, la personnalité paranoïaque, on peut même dire finalement qu'elle est dangereuse. La personnalité paranoïaque se caractérise par une attitude rigide et une obsession de l'autonomie. Son niveau d'estime d'elle-même est souvent faible. Le ou la parano se considère comme honnête, droit, loyal et voit les autres comme trompeurs, malicieux, dissimulés. Le paranoïaque attribue aux autres les défauts, les tentations agressives ou voluptueuses qui s'acharnent en partie en vain à méconnaître. Le paranoïaque se méfie du puissant et de l'omnipotent qui le menace et du médiocre qu'il méprise. Il ne veut pas être dupe, il ne veut pas se faire avoir par les institutions, les idéologies, les systèmes de pensée. Par soupçon, le paranoïaque suppose une réalité menaçante derrière l'apparence première. À partir du moindre détail qu'il juge suspect, il s'empresse de le grossir et de le généraliser. Le parano peut faire preuve d'une mauvaise foi colossale s'il suppose une trahison dont il n'a en fait aucune preuve objective. Le paranoïaque se tient tranquille devant un personnage puissant alors qu'il se déchaînera devant un faible qui s'exprimerait d'une façon un peu incertaine, tu vois. Il cache ses réactions émotionnelles et ne se laisse pas aller. Toute faiblesse pourrait être utilisée contre lui. Il a très peu d'humour. Le paranoïaque adore se plaindre. Il est très procédurier, il est fan du fait de faire des procès, etc. Même s'il se plaint de devoir faire des procès à tout le monde. Ses amours sont secrètes et suaves, mais rongées par les tentations. Le moindre regard ou sourire de l'autre est épié avec obsession. Dans sa tête, il se fabrique des amours idéales, qui se heurtent le plus souvent à la réalité. Le trait caractéristique du paranoïaque, c'est la méfiance. Ce genre de profil, il a aussi malheureusement souvent tendance à maltraiter sa moitié dans l'intimité. Parlons maintenant de la personnalité dépendante. Les personnalités dépendantes ont besoin de multiples conseils et réassurances pour les moindres initiatives de la vie quotidienne. Ces personnes préfèrent laisser les autres décider pour elles, que ce soit pour les décisions importantes, le logement, le travail, ou des décisions mineures comme la façon de travailler ou le choix d'un restaurant. Elles cherchent à éviter la solitude à tout prix. Leur style vestimentaire est souvent enfantin. Ils se font appeler par un diminutif, ils portent des vêtements qui évoquent l'adolescence, etc. Par espoir d'être aimés, ces personnes sont très conformistes et peuvent supporter des choses très humiliantes. La relation évolue de façon à ce que la personne dépendante prenne moins de décisions et soit sous la protection de l'autre. Certaines formes de pratiques sexuelles BDSM s'y apparentent. L'intimité est alors confondue avec la soumission et la complaisance avec l'amour. Leur gentillesse apparente dissimule une avidité et un parasitisme affectif épuisant. Leur besoin constant de soutien peut mener à une exaspération. Un certain nombre de violences conjugales sont imputables à l'accentuation des demandes de réassurance sous l'emprise de l'anxiété d'être rejeté. L'anxiété est leur état habituel, même s'il y a des moments d'euphorie quand la protection tant attendue est enfin trouvée. L'inhibition affecte la plupart de leurs comportements. La dépression s'intrique à l'anxiété et aux manifestations somatoformes multiples. La recherche d'un support affectif est la caractéristique principale de la personnalité dépendante. En avoir conscience, c'est un début. Quand tu es une personnalité dépendante, tu es une personnalité dépendante. Ton histoire de vie, tout ça t'a mené là. Maintenant, ce que je veux dire, tes modèles, tes parents, le manque d'un parent, bref. Avoir conscience que tu es reconnu dans une personnalité dépendante, c'est bien. Maintenant, tu peux t'en sortir. Tu peux faire par exemple un travail d'affirmation de toi et ça peut t'aider. Parlons maintenant de la personnalité évitante, anxieuse. Il s'agit de s'attacher aux conventions, de rester dans l'ombre, de ne pas sortir du rang. Voilà ce que c'est un petit peu la personnalité anxieuse. Le contact visuel de ces personnes, il est médiocre, ces personnes qui regardent beaucoup le sol, qui se présentent comme trop modestes. Voilà. Avec ces personnes, on entend souvent des excuses intempestives et pas nécessaires. Ah, je suis désolé, alors qu'il n'y a pas de quoi être désolé. Leur apparence est très conformiste, banale, leurs vêtements désuets, plutôt ternes. Ces personnalités sont terrifiées aussi par les compliments, elles parlent rarement d'elles-mêmes. Avant de faire connaissance, il y a des manœuvres d'approche prolongées. Ces personnes n'aiment pas se soumettre à des jugements, des critiques ou des vexations. Leur susceptibilité est extrême. Ils confondent plaisanterie avec mépris, par exemple. Ils sont parfois des boucs émissaires, etc. Ils sont constamment séduits, ces personnes, puis abandonnés du fait de leur gentillesse excessive, de leur serviabilité lassante, sans comprendre pourquoi ces personnes sont ennuyeuses. Les femmes évitantes attirent souvent des donjons. Ceux-ci savent aisément les circonvenir, dans la mesure où la feinte indifférence, qui est leur tactique de séduction souvent préférée, respecte initialement la hantise des contacts sociaux, favorise une entrée en matière feutrée et finit par piquer irrésistiblement au vif leur amour-propre.
Le choix quasi constant d'un partenaire volage ou exerçant une profession exposée à l'infidélité contient la promesse d'un rejet à ce point redouté qu'il en paraît comme programmé. Échaudés par ces relations malheureuses à répétition, les évitants en viennent à renoncer à toute vie affective ou sexuelle partagée. Donc les personnalités anxieuses ou évitantes sont caractérisées par la peur de ce qui va se passer. Elles ont toujours peur de ce qui pourrait se passer. Elles fonctionnent dans une anticipation catastrophe de l'avenir. Mon conseil pour les personnes évitantes ou anxieuses, ce serait d'augmenter la tolérance à l'incertitude par un travail sur soi. Les personnalités borderline. Par définition, ces personnes sont à la frontière de la folie et de la normalité. Alors, on a fait beaucoup de tableaux au cinéma, genre Anakin Skywalker et compagnie. Maintenant, c'est pas parce qu'au cinéma, machin, que dans la vraie vie, c'est pas dur de vivre avec quelqu'un de borderline. Les traits saillants de la personnalité borderline sont l'intensité et l'instabilité des réactions émotionnelles, l'impulsivité des comportements agressifs ou toxicomaniaques, l'imprécision du sentiment d'identité du soi contemporain, d'une sensation quasi permanente de vide antérieur, d'ennui ou de rage froide. L'image de soi est imprécise et diffuse. Ils ignorent qui ils sont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, ça fluctue violemment en fait, tu vois. Dans l'instant, ces personnes passent d'une appréciation contrastée d'elles-mêmes ainsi que d'autrui à une autre sans conserver en fait la mémoire de la précédente. Ils peuvent te dire c'est le bonheur et puis après j'ai une vie de merde. Non, voilà, par exemple. Elles ignorent quel sens donner à leur vie, quelle activité entreprendre, quelles valeurs respecter, quel loisir choisir. Le risque de suicide est présent. Chez les personnes borderline, elles peuvent faire aussi des représailles autodestructrices. Elles peuvent notamment se faire du mal à elles-mêmes, quoi. Ces personnes ont des comportements saugrenus qu'elles sont capables de critiquer rétrospectivement, de dire c'était aberrant de faire ça. Elles ne supportent ni la contrainte ni l'autorité, ce sont souvent des professions indépendantes, artistiques ou complexes. Les relations interpersonnelles sont toujours précaires, instables, potentiellement conflictuelles. Les périodes d'intense admiration de quelqu'un d'aimé alternent avec des phrases de susceptibilité maladive, des accès de colère. La peur du rejet est intense chez ces personnes, l'anxiété est aussi un symptôme présent. Le borderline ou la borderline ont du mal à travailler de manière équilibrée dans la stabilité, à nuancer les perceptions qu'elles ont d'elles-mêmes. Elles raisonnent beaucoup par des raisonnements binaires, et donc s'engagent dans des relations binaires. Soit l'autre est idéalisé et parfait, surtout au début, et ensuite il est diabolisé, tu vois. Alors que les gens sont en fait des nuances de tout ça. Les borderlines surinvestissent puis se désinvestissent tout aussi vite. Les personnalités narcissiques, ça aussi c'est un petit peu le mal du siècle, dans le sens où il y a les réseaux sociaux, tout ça. Les personnalités narcissiques ont comme caractéristique l'infatuation, le besoin constant d'admiration, l'intolérance à la critique, la certitude de mériter un statut privilégié, l'indifférence aux autres et la tendance à les exploiter. La nécessité impétueuse de tout contrôler pour arriver à leur fin. Une susceptibilité aux aguets se dissimule derrière toutes les nuances de l'autosatisfaction, de l'absence de modestie jusqu'à l'arrogance, en passant par la vantardise, la prétention, la suffisance, les airs pompeux, la morgue. Intarissables sur leur qualité ou leur prouesse, elles semblent préoccupées par le spectacle d'elles-mêmes. Leur apparence est recherchée, élégante sans être forcément tapageuse ou encore nonchalante, soigneusement négligée, témoignant d'une désinvolture qui ne manque pas de s'exercer aux dépens de ceux qui succombent à leur charme. Seule leur propre richesse, leur beauté ou leur renommée semblent les intéresser. Elles recherchent la compagnie des célébrités du jour afin de se placer sous les projecteurs ou dans le champ de la caméra. Elles affectionnent les traitements de faveur, les passe-droits, les marques d'affection spéciale ou de servilité. À part ça, les narcissiques sont prompts à s'alarmer au moindre souci de santé. Les alternances d'admiration et de mépris rythment toutes les relations sociales des personnalités narcissiques. Les autres doivent être le reflet de leur propre grandeur, et elles utilisent tous les registres de la flatterie à la flagornerie pour y parvenir. L'adversité ne les stimule pas, à la différence des personnalités antisociales, dont elles partagent le manque de scrupules, donc attention. Elles préfèrent exploiter la faute, la susciter habilement, plutôt qu'affronter directement l'adversaire. Ces personnes ont une certaine habileté à la manipulation, elles aiment contrôler les autres. Bien sûr, elles se sentent toujours dans leur bon droit. C'est même le pire mafieux, il peut te dire qu'il fait ça dans son bon droit, tu vois, dans une certaine forme de justice, donc faire attention. Au besoin, elles rémunèrent les marques d'admiration par des cadeaux somptuaires, des pourboires exorbitants destinés à épater la galerie, non sans mépriser simultanément la vénalité des bénéficiaires. Les personnalités narcissiques sont indifférentes aux sentiments d'autrui, qu'elles sont dans l'incapacité de percevoir, absence d'empathie. Affables jusqu'à l'obséquiosité avec les puissants, elles rudoient les petits et les faibles.
Les lieux où l'on s'affiche, les milieux du spectacle, de la mode, des médias ont leurs préférences. Mais les narcissiques, que ce soit des hommes ou des femmes, même si c'est... Bon, ça existe, hommes, beaucoup, ouais, aussi, ne dédaignent pas les compagnies plus humbles où elles peuvent briller sans péril de concurrence et faire des conquêtes à peu de frais. Toujours à la recherche constante d'un public admiratif, elles rejettent sans état d'âme tous ceux et toutes celles qui ont cessé d'applaudir ou de leur servir de faire-valoir. L'ego surdimensionné, les propos blessants et les humiliations finissent par faire le vide autour de ces personnes. Elles usent la patience des gens. La solitude et la dépression s'installent alors. Ces personnes sont promptes au suicide à ce moment-là. Malheureusement, à des degrés divers mais néanmoins handicapants, c'est un peu le mal du siècle à cause des réseaux sociaux, entre autres, comme j'ai dit en introduction. Beaucoup de gens sombrent, non pour leur bien, dans le narcissisme. Typiquement, ces personnes aiment se regarder, se prennent pour la 8e merveille du monde. On est aussi assez proche de la personnalité histrionique, et ces deux personnalités pathologiques peuvent se mélanger de manière tout à fait malsaine. Exemple, Rachel dans Friends. Ce que je peux leur conseiller, c'est de s'enrichir des choses qui les font vibrer authentiquement et au fond d'elles-mêmes, et d'être moins dépendantes du regard des autres. Parlons maintenant de la personnalité antisociale ou psychopathique. Cette personnalité, elle est très connue des littéraires et des cinéphiles. Le psychopathe passe à l'acte. En fait, l'action est une habitude pour le psychopathe ou la psychopathe, une idéologie qui prend la place de la réflexion, de l'émotion ou des projets. Certaines de ces décisions sont impulsives, hasardeuses, violentes. Une fugue, un geste violent, un délit, la rupture rapide d'une relation, l'absence inopinée lors d'un engagement envers plusieurs personnes permet de remarquer ce type de personne. Le psychopathe prend peu le temps de la réflexion, de l'imagination ou de l'hypothèse. Il aime trancher, décider vite. Ses comportements transgressent volontiers les lois sans qu'il s'en soucie ou même s'en rende compte. Son impulsivité a à la fois un caractère naïf et conformiste. Certes, le psychopathe bâtit à la va-vite des plans et des projets, mais de façon peu cohérente, inadaptés et qui seront bouleversés par des impulsions ultérieures. Facilement violent et agressif, il peut se battre à la moindre alerte. Il croit en lui, méprise les autres et ne leur fait pas confiance. Il a une morale de jungle, sans tendresse aucune, une éthique solitaire. Il ne demande ni ne donne, il se veut réaliste, pragmatique, débarrassé des subtilités des émotions. Les lois, les engagements, les impôts, les limitations de vitesse, tout ça, ça l'emmerde. Il ne s'encombre pas non plus de souvenirs, de remords, de chichis. Le mensonge dans lequel il se dupe ne le dérange pas car pour lui, la fin justifie les moyens. Il joue sans remords tel ou tel personnage qu'il n'est pas, il s'improvise, il se coule parfois dans un mimétisme fascinateur qui contredit pour un temps son désir d'originalité. Sa morale, non indexée sur la culture, l'émotion ou l'altruisme, est égoïste, personnelle, irréelle. Pris la main dans le sac, le psychopathe invoque des raisonnements alambiqués, incompréhensibles pour le commun des mortels. Elle n'avait qu'à pas se trouver là, elle m'a provoqué, c'est elle qui le souhaitait, elle n'a rien senti, elle exagère, c'est pas bien grave. Souvent, des psychopathes sont les agresseurs de rue que les féministes décrivent quand elles disent que les hommes harcèlent les femmes parce qu'elles avaient mis une jupe. Oui, le psychopathe est le prototype du violeur. Son absence d'empathie et d'intérêt pour autrui en fait parfois un compagnon violent également. Il ne veut voir, il évacue sa culpabilité, il a une grande incapacité à imaginer la situation de l'autre. Il vit dans l'instant, qu'on soit mal le passé et le futur. Les psychopathes se méfient des émotions, ils ont tendance à les refouler, à les ignorer. Ils méprisent les mésaventures ou le désarroi des autres, ils redoutent les sentiments tendres et chaleureux qui sont pour eux synonymes de faiblesse et qui risqueraient d'entraver leur progression sociale. Le bien et le mal, il n'y a pas pour eux. Ils expriment de façon urgente des besoins impérieux qu'ils consomment sans grand plaisir. Mais le psychopathe n'est pas guidé par le plaisir, c'est juste que le plaisir va de pair avec une appréciation polysensorielle, intégrée culturellement, prévue, goûtée, puis revécue, qui n'est pas le véritable mode de satisfaction du psychopathe. La jouissance du psychopathe est étroite, serrée dans le temps, mais aussi dans le champ des associations. Ce manque de distillation des éprouvés pourrait conditionner une évidente insatisfaction. Nous allons maintenant parler de la personnalité schizoïde. Ce sont des sujets solitaires, froids, distants, tournés sur eux-mêmes, mais qui paraissent ne pas en souffrir. Ils peuvent paraître mous, léthargiques, peu actifs. Leur mimique est impassible, leur expression verbale rare et monocorne, ça donne l'impression d'un manque de vitalité. Ils semblent continuellement préoccupés, peu réactifs aux stimulations, distraits, guindés, maladroits, ennuyeux. Ils font bande à part, ont des centres d'intérêt abstraits, des spéculations complexes, sont parfois isolés de la société. Ils affectionnent les sciences humaines, la philosophie, mais de manière désincarnée. Ce sont souvent des gens érudits en théologie, mais sans jamais pratiquer aucune religion. Ils rêvent, ils s'adonnent à des formes d'art hermétique dont ils jouissent solitairement,
et veillent à préserver le secret de leurs œuvres, quitte à les détruire lorsqu'on leur demande de les exhiber. L'isolement, l'impassibilité les caractérisent, ils ont aussi une certaine incapacité aux échanges et à la réciprocité dans les interactions sociales. Aucun hochement de tête ne permet de déceler leur approbation éventuelle. Certaines femmes romantiques s'éprennent volontiers d'individus schizoïdes dont la froideur exerce sur elles le même attrait irrésistible que la feinte indifférence d'un Don Juan. Et ce cercle vicieux passionnel est loin d'être rare. Plus la quête d'affection se fait pressante, plus l'intéressé devient inaccessible par peur de l'invasion, ce qui ne manque pas d'exacerber l'ardeur déçue, l'intensité du siège amoureux. Avec ces personnes, les rares relations sexuelles dépourvues de tendresse se déroulent mécaniquement, telle une formalité hygiénique. Leurs partenaires en conçoivent une vive frustration, mais leurs griefs se heurtent à une incompréhension glaciale. Ces personnes sont plutôt introverties et effacées. La froideur affective les caractérise. Quel est mon conseil pour ces gens ? Travailler sur l'amplification de leurs émotions et sur comment rentrer en lien, en connexion avec les autres. La personnalité schizotypique. C'est un petit peu une personne qui est semblable à la personnalité précédente, mais en plus extravertie, comme par exemple un gourou de secte ou Phoebe dans Friends. Cette personne est excentrique, bizarre, anormale. L'étrange et l'anormal sont communs avec ces personnes. Ce type de personne n'arrive pas à savoir de quoi est fait la normalité. Sans cesse sollicité par son ivresse et son théâtre intérieur, il n'a de guère le temps ou le loisir de se documenter sur l'opinion des autres. Des accoutrements, des mimiques, des ameublements qui se situent entre l'extravagance, l'accoté, l'incurie et la stéréotypique. Les affects du schizotypique se développent en vase clos, de soi à soi au cours de dialogues intérieurs imaginaires. Il risque de passer progressivement de l'anxiété sensitive à la persécution. Ce type de personne est caractérisé par l'excentricité. Mon conseil pour elle, travailler ses habiletés sociales. La personnalité passive-agressive. Souvent dans un comportement d'opposition, que ce soit passive, silencieuse, sans heurts ni déclaration hostile. Le sujet oublie certaines tâches, les accomplit avec une lenteur délibérée, les remet au lendemain. S'il se retrouve au pied du mur, il devient cassant, en colère. Ces personnes sont souvent d'humeur maussade. Le passif agressif fait du mauvais esprit, se moque, critique, persifle, fait des allusions. Les relations sociales sont minées par l'irritabilité, l'hésitation et les plaintes. Il culpabilise les autres, les rend responsables alors que lui-même ne s'engage pas et ne joue pas le jeu. Il reste imperméable et insensible aux conseils et aux confidences. Il est ballotté entre des périodes d'autonomie plutôt agressive et le retour dans un état de dépendance dépressive. Leur pensée est dominée par l'ambivalence. Le sujet change sans cesse de perspective et de projet. Méfiant vis-à-vis de l'opinion générale, ils adoptent des attitudes originales et irréalistes. Le sujet s'analyse mal, refuse de se remettre en question. Il existe ainsi une dissonance cognitive, le passif agressif ressentant et exprimant des attitudes qui sont en réalité l'inverse des sentiments profonds. Il alterne audace irréaliste et repli conformiste sans réelle créativité. On va maintenant parler de la personnalité dépressive qui est également assez commune, à la fois sombre, silencieuse, désolée, abattue, découragée, critiqueur, maussade, manque d'initiative et de spontanéité. Sa parole est monotone, lointaine, ses propos négativistes et il donne l'impression de ne rien faire pour sortir de ce marasme. Il est volontiers désabusé, revenu de tout, sans illusion, et gâche par ses remarques pessimistes les enthousiasmes de ses proches qu'il va considérer comme naïfs et insouciants. Il est cependant émotif, sensible, victime, abandonné, se plaignant des aventures douloureuses qu'il a traversées et au cours desquelles il s'est laissé faire sans résistance. Il est susceptible, réagissant avec vivacité si on aborde certains sujets. Il y a beaucoup de similarités avec la personnalité anxieuse. Les contacts interpersonnels sont marqués par la passivité. La dépressive ou le dépressif aime se plaindre, évoquer sa misère, sa faiblesse, son infériorité, ses défauts. Il y a une fuite des responsabilités en plus de l'envie de se faire plaindre. Des causes lointaines justifient tout cela. Le sujet a été abandonné, traumatisé, trompé, ridiculisé, etc. Il culpabilise souvent ses interlocuteurs. On ne rencontre pas ici le sentiment d'injustice du paranoïaque, plus tonique, ni la revendication bruyante de l'histrionique, plus social. Il maîtrise son agressivité car il redoute d'être rejeté et de nouveau méprisé. Il craint d'entreprendre quelques actions ou projets de peur de rencontrer l'échec. Et il en reste, du coup, à sa traînerie boudeuse. Il ne veut pas gêner ni encombrer, s'excuse et se fait petit, mais tout en même temps occupe le terrain sans rien donner en échange. Il ne réalise pas les conseils qu'il sollicite sans cesse. L'entourage, qui se veut ému et compatissant, réalise rapidement l'inefficacité de ses démarches. La caractéristique principale, c'est une passivité éprouvante pour les autres et pour soi-même. Une vision négative de soi, du monde et de l'avenir. Elle est à différencier de celle du sujet dépendant qui, à être pauvre et sans initiative, tout au moins s'exécute sans mot dire alors que le dépressif résiste et obstrue. Mon conseil pour les personnes dépressives,
Travailler un point de vue en nuance pour retrouver les plaisirs de l'instant présent. Savoir qu'il n'y a pas de règle générale sur l'avenir, les gens et le monde. Travailler ces représentations négatives des choses. La perversion. Alors, les personnes perverses maintenant. Donc, les personnes perverses. On peut considérer que ça se rajoute comme une autre personnalité pathologique. Mais pour Pinailler stricto sensu, la perversion n'est pas une névrose. La perversion a des points communs avec la sociopathie. La personnalité perverse utilise l'autre comme un objet pour arriver à ses fins, avec une négation totale de ses sentiments. La différence entre les sociopathes qui le sentent et les renient, à la différence le pervers, lui, il les identifie et il s'en sert. Le pervers a du plaisir dans la souffrance de l'autre. La manipulation et l'inauthenticité dans ce qu'il exprime caractérisent le pervers ou la perverse. Donc attention à ça. Alors que faire ? Bien sûr, il y a des personnalités plus promptes à la remise en question que d'autres. Se faire aider est une clé si vous êtes reconnu ici. Avec de l'aide, ça va bouger dans la plupart des cas. Je pense notamment aux personnes anxieuses, dépressives, dépendantes. Je rencontre beaucoup de ces tableaux cliniques, on va dire, pour pousser à l'extrême, en coaching séduction. Vous pouvez bien sûr rester en couple avec de telles personnes si elles font ce qu'il faut pour s'en sortir. Maintenant, avec une personne borderline, à voir. À voir, parce qu'il y a différents degrés aussi, donc à voir s'il n'y a pas trop de comportements à risque ou dangereux. Donc ça va, mais c'est à voir au cas par cas. Sinon, le reste des personnalités, honnêtement, vous allez douiller. Une relation avec ces personnes-là, ça peut être très crispant, même dangereux, vous apportez beaucoup d'emmerdes. Moi je vous encouragerais presque à vous en aller, quoi. Alors, cet article donc a été basé sur le livre Les personnalités pathologiques que j'ai adoré lire. C'est plutôt simple et accessible, donc je vous conseille, et c'est pourtant un classique des psychiatres. Donc, moi je trouve que c'est bien. Tu sais, il y a des gens qui se la jouent psychologue et coach en séduction, machin. Je sais pas ce que ça vaut, je suis pas convaincu vraiment. Mais bon, il n'y a pas que des conneries non plus, bien sûr. Là, qui ici peut s'asseoir à la table de Fabrice Julien et dire je mêle à la fois les techniques de séduction, la compréhension de la séduction du sexe opposé et une sensibilité à la psychiatrie. Qui peut, bien sûr. Quand les femmes voient des pervers narcissiques partout, on parle de quoi ? Bon, il n'y en a pas tant que ça des pervers narcissiques, mais c'est bien de le savoir aussi. Voilà de quoi on parle. Donc n'hésitez pas à lire ce livre, à faire mes formations. Je vous dis à bientôt. Que vous soyez un homme ou une femme, courage. Prenez les bonnes décisions. Je vous dis à bientôt. Je veux le meilleur pour vous et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.